L'excitation peut rapidement se transformer en terreur et la joie d'un parc d'attractions peut devenir un cauchemar. Cette vidéo raconte 5 histoires de morts tragiques survenues sur des manèges. Rejoignez-nous pour découvrir comment ces vies ont été bouleversées. Le 25 octobre 2016 devait être une journée de détente et d'amusement à Dreamworld, le plus grand parc à thème d'Australie. Mais lorsqu'une des attractions les plus populaires du parc a subi une panne, les vies des personnes impliquées ont été irrévocablement changées. Ce fut un moment qui révéla une grave défaillance en matière de sécurité et laissa toute la nation plongée dans le deuil et l'incrédulité. Situé sur la Gold Coast du Queensland, Dreamworld est connu pour ses nombreuses attractions, accueillant chaque année des milliers de visiteurs. Parmi les plus appréciés figurait le Thunder River Rapids Ride. Cette attraction aquatique située dans la section Town of Gold Rush du parc simulait une descente en rafting. Les visiteurs embarquaient dans des radeaux circulaires pour descendre une rivière artificielle, naviguant à travers les rapides à une vitesse pouvant atteindre 45 km/h. Depuis 30 ans, cette attraction était l'un des joyaux du parc. Mais tout changea ce jour fatidique. Des fissures avaient commencé à apparaître en surface, mais elles furent ignorées. Au fil des ans, l'attraction n'avait bénéficié d'aucune amélioration sérieuse en matière de sécurité. Dreamworld, symbole de divertissement familial et d'aventure, n'avait pas su maintenir les mesures de sécurité nécessaires pour éviter ce qui allait se produire. Le 25 octobre 2016, une panne de la pompe à eau de l'attraction fit chuter brusquement le niveau d'eau. Cela entraîna l'immobilisation d'un radeau vide sur le système de convoyeurs, incapable de rejoindre la zone de débarquement. Un second radeau, avec 6 passagers à bord, s'approchait. Kate Goodchild, Luke Dorset, Rusbeh Araghi, Cindy Lowe, ainsi que 2 enfants âgés de 10 et 12 ans, profitaient de l'attraction, inconscients du danger imminent. Puis soudainement, leur radeau entra en collision violente avec le premier. Les 2 radeaux furent soulevés par le convoyeur, provoquant le retournement du second radeau en position verticale. Ce fut un chaos total. Lorsque le radeau se renversa, Kate Goodchild, Luke Dorset, Rusbeh Araghi et Cindy Lowe furent éjectés ou pris dans les mécanismes en dessous. Alors que le radeau basculait, Luke Dorset, 35 ans, plaça son bras devant sa nièce pour la protéger et la poussa sur le côté, ce qui la fit sauter du radeau, sauvant ainsi sa vie. Luke Dorset mourut en héros. L'autre enfant survécut également miraculeusement. Mais les 4 adultes n'eurent pas cette chance. Le système de convoyeur écrasa Kate, Luke, Rusbeh et Cindy presque instantanément. Alors que la tragédie se déroulait, plusieurs autres visiteurs tentèrent d'intervenir pour sauver les 4 adultes à bord du radeau. Les services d'urgence arrivèrent rapidement, mais rien ne put être fait. Les victimes avaient subi des blessures catastrophiques dues à l'écrasement et à la compression. Plus de 7 équipes de secouristes furent dépêchées sur les lieux, mais les efforts se concentrèrent rapidement sur la récupération des corps. Les dégâts étaient trop importants. Le personnel du parc, les témoins et les familles des victimes restèrent sous le choc. Certains ne se sont jamais remis de la scène macabre de cette journée. Dreamworld fut fermé indéfiniment alors que l'attraction devint le centre d'une enquête. En quelques jours, la police déclara le Thunder River Rapids Ride une scène de crime et Dreamworld fit face à une intense critique publique. L'enquête révéla que le parc avait ignoré pendant longtemps de graves risques en matière de sécurité. Un rapport du coroner, publié plusieurs années plus tard, qualifia les mesures de sécurité de Dreamworld de irresponsables, dangereuses et inadéquates. Il conclut que les décès auraient pu être évités et souligna l'incapacité de Dreamworld à évaluer la sécurité de l'attraction pendant plus de 3 décennies. Les systèmes du parc, autrefois considérés comme modernes, furent exposés comme rudimentaires et défaillants. La société mère de Dreamworld, Ardent Leisure, plaida coupable de multiples violations des lois sur la sécurité et fut condamnée à une amende de 3,6 millions de dollars en 2020. Cette amende, bien que la plus élevée de l'histoire du Queensland pour un tel incident, n'atténua en rien la douleur des familles des victimes. Des accords financiers furent conclus avec les familles, et Dreamworld subit d'autres pertes financières, notamment une action collective de la part des actionnaires qui accusèrent la société d'avoir trompé le public sur ses pratiques de sécurité. Le Thunder River Rapids Ride fut définitivement fermé et le site fut démoli. À sa place se trouve aujourd'hui un jardin commémoratif, un rappel sombre des vies perdues, les familles des victimes, encore en proie à leur chagrin, exprimèrent leur colère et leur tristesse devant le tribunal, sachant que la mort de leurs proches aurait pu être évitée. En juillet 1974, Deborah Gale Stone, une jeune femme de 18 ans, nourrissait de grands projets pour l'avenir. Afin de les réaliser et de commencer sa vie d'adulte, Deborah avait décroché un emploi dans l'endroit le plus heureux sur Terre, Disneyland. Elle espérait gagner un peu d'argent avant de commencer sa première année d'université.
Mais ce qui aurait dû être un été de rêve et d'excitation pour cette adolescente ambitieuse s'est rapidement transformé en une nuit d'horreur indescriptible. Deborah Gale Stone, l'aînée de Bill et Marilyn Stone, avait un avenir brillant devant elle. Née le 18 juin 1956 à Santa Ana, en Californie, elle était reconnue pour sa beauté, son intelligence et son talent athlétique. Deborah venait d'obtenir son diplôme de Santa Ana High School avec les plus grands honneurs, recevant la prestigieuse Principal's Award. Ses réussites allaient au-delà des études. Elle excellait en athlétisme et en natation, se distinguant parmi ses camarades. En tant que future étudiante de première année à l'Université d'État de l'Iowa, Deborah était impatiente de poursuivre ses études supérieures. Elle avait accepté un emploi d'été à Disneyland pour aider à financer ses frais de scolarité. Elle travaillait comme hôtesse dans la toute nouvelle attraction du parc, America Sings Alia, un spectacle animatronique retraçant l'histoire musicale américaine à travers une variété d'animaux chanteurs. L'attraction reposait sur un concept de théâtre rotatif où 6 scènes distinctes tournaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour d'un centre fixe. Le 8 juillet 1974, Deborah travaillait lors du quart de soirée en tant qu'hôtesse. Ce jour-là, elle avait toutes les raisons d'être heureuse. Quelques heures plus tôt, elle avait appelé ses parents, ravis, leur annonçant qu'elle était amoureuse et prête à se fiancer. Il était environ 22h37 lorsque le spectacle s'est terminé. Les 6 auditoriums du théâtre étaient en train de se repositionner pour l'acte suivant. C'est au cours de cet intervalle bref, qui ne durait que 45 secondes, que Deborah a été piégée. D'une manière ou d'une autre, elle est tombée ou s'est trop approchée du canal étroit séparant le mur fixe de la partie rotative du théâtre. Que ce soit à cause d'une perte d'équilibre, d'une tentative de parler à un collègue ou d'une simple erreur tragique, les circonstances précises restent floues. Ce qui est certain, c'est que les conséquences furent dévastatrices. Lorsque le mur rotatif s'est mis en mouvement, Deborah a été écrasée entre les 2 sections. Ses hurlements ont déchiré l'air, mais de nombreux spectateurs ont cru qu'il s'agissait d'une partie du spectacle. Cependant, un témoin, membre de l'US Air Force assis dans le théâtre adjacent, a compris que quelque chose de terrible était en train de se produire et a alerté le personnel du parc. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il était trop tard. Deborah avait succombé à ses blessures, son corps coincé et écrasé entre les murs impitoyables. Disneyland a immédiatement fermé pour enquêter sur l'incident et mettre en place de nouvelles mesures de sécurité. La zone où Deborah travaillait est restée fermée pendant une année entière. Lorsque l'attraction a rouvert, elle comportait des modifications importantes en matière de sécurité. Des lumières d'avertissement ont été installées pour alerter les opérateurs si quelqu'un s'approchait trop près, des murs en mouvement et des panneaux détachables ont été ajoutés pour permettre une échappatoire en cas d'incident similaire. L'attraction a continué de fonctionner jusqu'à sa fermeture définitive en 1988. Les parents de Deborah, dévastés par la perte de leur fille, ont intenté un procès contre Disneyland, qui a abouti à un modeste règlement financier. Bien que l'indemnisation n'ait jamais pu apaiser la douleur de perdre un enfant, elle a représenté une reconnaissance de la responsabilité du parc d'attractions. La tragédie de la mort de Deborah Gale Stone a continué de hanter ceux qui se souviennent de cette nuit fatidique. Après sa mort, des légendes urbaines et des témoignages prétendent qu'une voix murmurerait « Faites attention » sur le site du drame. Que ces récits soient vrais ou non, la disparition prématurée de Deborah a mis en lumière les dangers inhérents même aux lieux les plus joyeux. Cela reste un rappel que les parcs d'attractions, malgré leur magie, ne sont pas sans risque. Le 22 août 1999 était censé être une autre journée ordinaire pour Joshua Smurfat, un garçon de 12 ans, lors de l'une de ses nombreuses visites à Paramount's Great America, à Santa Clara en Californie. Cependant, cette journée d'août a viré au cauchemar inimaginable pour Joshua et sa famille lorsqu'un terrible accident s'est produit sur l'une des attractions les plus impressionnantes du parc. Joshua Smurfat était un garçon plein de vie. Né avec des troubles du développement, il faisait face à des défis quotidiens, mais restait un enfant actif et joyeux. Son amour pour le sport transparaissait dans sa participation à une équipe de Little League, spécialement conçue pour les enfants ayant des besoins particuliers. Pour ses amis et sa famille, Joshua était le petit garçon le plus adorable. Habitant à Sunnyvale, en Californie, les visites de Joshua et sa famille à Great America étaient une sorte de tradition familiale. Ils avaient déjà visité le parc à de nombreuses reprises, profitant de ses attractions. Great America, en Californie, était un parc d'attractions emblématique depuis des décennies. S'étendant sur 112 acres, au cœur de la Silicon Valley, le parc avait changé de propriétaire plusieurs fois depuis son ouverture. Dans les années 1990, il appartenait à Paramount Parks et proposait plusieurs attractions palpitantes, dont la Drop Zone Stunt Tower, une tour de chute libre.
La drop zone culminait à une hauteur impressionnante de 69 mètres. Les visiteurs, attachés dans des sièges avec des harnais en acier, étaient hissés au sommet avant de plonger à des vitesses dépassant 96 km/h. Ce frisson en faisait un choix populaire parmi les amateurs de sensations fortes, attirant près de 2 millions de visiteurs chaque année. Mais ce qui aurait dû être un moment d'exaltation s'est transformé en cauchemar dévastateur pour Joshua et sa famille. Joshua adorait la drop zone Stone Tower, sa mère, Tammy, l'accompagnait habituellement sur cette attraction, mais ce jour d'août, les choses étaient différentes. Certains wagons étant hors service, Tammy décida de rester au sol pour regarder, laissant un ami de la famille l'accompagner Joshua et 2 amis sur le manège. Joshua était attaché dans son siège aux côtés d'autres passagers, prêts pour l'expérience. Tout semblait bien se passer au départ, mais lorsque le manège entama sa descente, l'impensable arriva. Selon plusieurs témoins, à une hauteur comprise entre 15 et 30 mètres au-dessus du sol, le harnais de Joshua sembla se détacher, le faisant glisser hors de son siège. Il lutta pour rester à l'intérieur, mais en quelques secondes, il fut éjecté, pieds en avant, hors de l'attraction, tournoyant en l'air avant de s'écraser sur le sol, tête la première. Joshua percuta le béton en contrebas et mourut sur le coup. Les instants qui suivirent furent chaotiques et déchirants. Sa mère, qui regardait depuis le sol, courut vers la barrière dans une tentative désespérée de rejoindre son fils. Elle se trouvait à quelques mètres à peine de l'endroit où il s'était écrasé. Elle vit tout, son sang, son crâne fracturé. Les témoins présents sur les lieux étaient sous le choc, certains se mettant à genoux pour prier pour Joshua. Mais la réalité était claire, il n'y avait rien à faire. Le garçon de 12 ans était mort sur le coup. Les enquêteurs lancèrent rapidement une enquête sur les causes de l'accident. Les premiers rapports indiquèrent que le harnais, contrôlé électroniquement, ne devait pas pouvoir s'ouvrir pendant la descente. Le fabricant de l'attraction, Intamin AG, ainsi que les responsables de Great America exprimèrent leur scepticisme quant à la possibilité d'un tel accident, affirmant que le système était infaillible. Cependant, les témoignages des témoins suggéraient le contraire. Certains affirmèrent que le harnais avait été mal fixé ou non vérifié par le personnel avant le début du manège. D'autres pensaient que le système de freinage magnétique de l'attraction pouvait avoir contribué à l'ouverture du harnais. Bien que la négligence criminelle ait été écartée, la cause exacte de l'accident resta floue. La mort de Joshua n'était pas la première tragédie à survenir à Great America, mais elle suscita une vive inquiétude. La famille de Joshua porta plainte contre le parc et le fabricant de l'attraction, les accusant de négligence et affirmant que la conception du manège était intrinsèquement dangereuse. Selon le procès, au moment de l'accident, l'attraction était opérée par 4 adolescents non supervisés. Bien que Great America ait par la suite ajouté une ceinture de sécurité aux harnais d'épaule, ces mesures arrivèrent trop tard pour Joshua. Sa mère, dévastée, fut profondément marquée par le fait qu'elle avait assisté à la mort de son fils, une vision qu'elle décrivit comme inoubliable, à la fois dans sa vie éveillée et dans ses cauchemars. L'affaire se conclut par un règlement. Depuis, la famille de Joshua milite pour des mesures de sécurité plus strictes sur les manèges de chute libre, insistant sur la nécessité de dispositifs de retenue supplémentaires. Le 5 septembre 2003, une visite à Disneyland était une décision de dernière minute pour Marcelo Torres, 22 ans, et son ami Vicente Gutiérrez. Mais ce qui devait être une journée de plaisir et d'excitation se termina tragiquement lorsque Marcelo perdit la vie avant la fin de la journée. En 2003, Marcelo Torres était un jeune artiste graphiste vivant à Gardena, en Californie. Il rêvait de devenir animateur. À 22 ans, il avait un avenir prometteur et travaillait sur divers projets de design graphique avec son meilleur ami, Vicente Gutiérez. Ce jour-là, accompagnés de quelques amis, ils décidèrent de faire une pause dans leur emploi du temps chargé en passant la journée à Disneyland. Cette escapade spontanée au célèbre parc d'attractions allait marquer un tournant tragique dans leur vie. Parmi les attractions du parc, le groupe choisit de monter à bord du Big Thunder Mountain Railroad, l'une des attractions phares de Disneyland. Cette montagne russe emblématique simule un train de mine hors de contrôle, emportant les passagers à travers des tunnels, des virages serrés et des descentes abruptes dans un décor inspiré du Far West. Avec son mélange de vitesse et d'aventure, elle était l'une des favorites des visiteurs. Cependant, le fonctionnement de l'attraction reposait sur un entretien méticuleux. Un élément qui fit cruellement défaut dans les jours précédant la visite de Marcelo. 3 jours avant l'incident, le Big Thunder Mountain Railroad avait subi une maintenance de routine.
Un troisième train, qui avait été mis hors service pour des réparations, fut réintégré dans l'attraction peu avant l'accident. Malheureusement, des étapes critiques avaient été négligées lors de l'entretien. Les fixations essentielles de la roue sous le train, responsables de maintenir le véhicule sur ses rails, n'avaient pas été correctement serrées, entraînant une grave défaillance mécanique. Le jour du drame, Marcelo et les autres passagers montèrent à bord du train, prêts pour une aventure à travers le paysage désertique fictif. Pourtant, des signes de problème étaient déjà présents. Les opérateurs de l'attraction avaient remarqué des bruits de cliquetis inhabituels provenant du train. Malgré ces anomalies, aucune mesure immédiate ne fut prise. Le train continua de fonctionner pendant 12 cycles supplémentaires, avec la décision de le retirer après un dernier tour, le 13e. Ce 13e tour ne se termina jamais. Alors que le train entrait dans un tunnel sombre, les fixations de la locomotive se détachèrent. L'assemblage de la roue gauche se désolidarisa et l'essieu flottant se bloqua contre une section de frein. La locomotive fut projetée en l'air, percutant le plafond du tunnel avant de retomber violemment sur le premier wagon où se trouvait Marcelo. L'impact força le wagon de tête à s'écraser contre le châssis de la locomotive, écrasant Marcelo dans la collision. Il subit un traumatisme contondant sévère à la poitrine, avec des côtes fracturées et une hémorragie interne catastrophique. Malgré les efforts immédiats des secours, ces blessures furent fatales. 10 autres passagers furent blessés dans l'accident, avec des blessures allant de légères à graves. Vicente Gutiérrez, l'ami proche de Marcelo, subit des coupures au visage, des côtes cassées et d'autres blessures. L'enquête menée par le California Division of Occupational Safety and Health révéla une négligence préoccupante. La défaillance mécanique était directement liée à un entretien inapproprié. Les travailleurs n'avaient pas correctement sécurisé des composants essentiels de l'attraction et les protocoles de sécurité n'avaient pas été respectés. Bien que les opérateurs aient entendu des bruits étranges, pendant plus de 30 minutes avant l'accident, l'attraction continua de fonctionner jusqu'à ce que la tragédie survienne. Certains attribuèrent cette négligence à une culture de réduction des coûts en matière de maintenance, introduite par Disneyland à la fin des années 1990. Disney finit par accepter la responsabilité de l'incident. Une plainte déposée par la famille de Marcelo se conclut par un règlement à un montant non divulgué dont une partie fut consacrée à un fonds de bourse d'études en mémoire de Marcelo. Ses parents, anéantis par la perte de leur fils, exprimèrent qu'aucune somme d'argent ne pourrait compenser sa disparition. Cependant, ils espéraient que leurs efforts contribueraient à éviter de telles tragédies à l'avenir. Le 14 juillet 2019, un dimanche ordinaire au parc d'attractions Amrapali, près du lac Kankaria, à Ahmedabad, en Inde, a tourné au drame lorsque l'impensable s'est produit. L'attraction Discovery, un immense pendule qui balance ses passagers à grande hauteur, fonctionnait normalement quelques minutes avant l'accident, avec 31 personnes à bord. Alors que le pendule atteignait son apogée, un composant critique de la structure, un tuyau en acier, se rompit, provoquant la cassure de l'attraction en deux alors qu'elle était encore en plein vol. Une partie du manège, transportant plusieurs passagers, s'écrasa contre une barre métallique située en dessous, amplifiant la violence de l'impact. L'effondrement fut dévastateur, tuant instantanément 2 jeunes passagers, Manali Rajvadi, 24 ans, et Mohamed Zaid Momin, 22 ans. Les autres, blessés et paniqués, hurlaient à l'aide pendant que les employés du parc et les équipes de secours s'efforçaient d'intervenir. Les secours arrivèrent rapidement sur les lieux et transportèrent 29 blessés à l'hôpital. 3 d'entre eux se trouvaient dans un état critique, souffrant de blessures, allant de fractures multiples à de graves traumatismes crâniens. Les victimes, principalement des jeunes âgés de 16 à 26 ans, étaient montées sur ce manège pour vivre des sensations fortes, mais elles se retrouvaient désormais à lutter pour leur survie. Les autorités locales lancèrent immédiatement une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Les premiers rapports indiquèrent que le câble porteur de l'attraction avait cédé en plein mouvement, provoquant une défaillance majeure du mécanisme. Plusieurs employés responsables du fonctionnement de l'attraction furent interrogés, tandis que la cause exacte de la rupture restait incertaine. Des vidéos capturées par des témoins horrifiés montrèrent les instants précédant l'effondrement ainsi que le chaos qui s'ensuivit. La direction du parc, détenue par Ghanshyam Patel et son fils Bhavesh Patel, exprima sa stupeur face à cet incident tragique, affirmant que toutes les certifications de maintenance et inspection de sécurité étaient en règle. Ils ne purent expliquer comment une telle défaillance avait pu se produire, d'autant plus que l'attraction avait été inspectée et approuvée par les autorités dans les semaines précédant l'accident. Malgré cela, le duo père-fils
promit une pleine coopération avec les enquêteurs, tandis que les familles endeuillées et les victimes blessées attendaient des réponses. Cette tragédie souligne que les attractions mécaniques, bien qu'elles soient conçues pour offrir divertissement et aventure, ne sont pas exemptes de risques. La négligence ou des défaillances techniques peuvent transformer une expérience exaltante en un cauchemar irréparable.